Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi au bord du Rhône avant de découvrir la Seine. Vous avez l'amour des planches et un acteur qui a foulé bien des planches a découvert grâce à vous que l'amour n'était pas un jeu. Vous publiez un roman qui, malgré son titre, devrait toucher les femmes et les hommes. Bonjour Isabelle Lenouvelle. Bonjour Jacques Pessis. Alors, vous publiez ce roman « La femme qui n'aimait plus les hommes » chez Michel Lafon, on va en reparler, votre premier roman, mais vous avez un parcours de comédienne assez atypique, assez étonnant, qu'on va évoquer bien sûr à travers des dates clés. Avec plaisir. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 16 octobre 1996, ah oui, à Aurillac. Oui, là je sais. La première d'une pièce Oncle Vania, oui, où vous jouez ce classique. C'est un classique et je joue à côté d'un partenaire moins classique, voilà. Qui était l'ancien maire de Lyon, Michel Noir. On va écouter sa voix. Je ne le formulerai pas comme ça. Je dirais, un jour, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y aurait à faire d'essentiel que je serais capable sans doute de faire si j'avais une autre responsabilité. Voilà, il se trouve que Michel Noir était maire de Lyon, et puis c'est ses débuts de comédien, et vous êtes là. Oui, je suis là. En effet, il a vécu, je crois, un tsunami personnel et médiatique. Oui, en fait, il a eu des problèmes avec son gendre, et ça a fini mal. Voilà. Ça a plutôt mal fini, et c'est un homme qui a préféré se réinventer que de se répéter, et je trouve ça toujours très beau dans un parcours. C'est un amateur d'art et de théâtre, et il était venu au théâtre sans doute des Célestins à l'époque, et un metteur en scène qui s'appelle Claude Lescaut avait le projet de monter l'Oncle Vania, et il a eu l'intuition en le rencontrant qu'il ferait un formidable Sérébriakov, c'est-à-dire dans l'œuvre de Tchekhov, c'est une personnalité qui s'éloigne et qui est déchue en fait, et nous avons vécu cette aventure qui est pour moi un merveilleux souvenir de théâtre et un rôle merveilleux puisque j'avais la chance de jouer Sonia, sa fille. Voilà, mais il se trouve que la première à Aurillac, il y avait une foule de journalistes. Il y avait une foule de journalistes, à la fois évidemment plus curieux à l'endroit de Michel Noir qu'à l'endroit de la mise en scène, oui, et de ses partenaires. Et puis surtout, on a eu une aventure très malheureuse quand on a repris, très dure à vivre, quand on a repris la pièce à Lyon, puisque des énergumènes se prétendant Front National étaient venus monter sur scène, ce qui est un peu violent quand même quand vous êtes fragile, en costume, voilà, en train de jouer Tchekhov, pour interrompre. Voilà. Et il faut savoir qu'ensuite, il a repris ses études, il a fait un doctorat de sciences d'éducation, il a créé une entreprise à Villeurbanne, Scientific Brain Training, voilà. Absolument, et il s'intéresse à beaucoup de choses, dont l'impact du jeu d'échecs sur le développement du cerveau des enfants. Voilà, et c'est un homme avec qui j'ai beaucoup aimé échanger et jouer, en l'occurrence. Voilà. Et vous l'avez connu puisqu'il a été maire de Lyon, et que Lyon, c'est votre ville natale, Isabelle. C'est ma ville natale, absolument, dans laquelle donc j'ai commencé à jouer. Alors j'étais assez jeune, je crois que mon premier engagement, je devais avoir à peine 20 ans, dans un tout petit théâtre, et j'ai joué une pièce de Didier Decoing qui s'appelait La Dernière Nuit, où je jouais La Dernière Nuit, donc de Mary Stuart. Et alors il paraît que c'est un rôle, je ne le savais pas évidemment, pour les Anglais qui portent malheur. Donc vous voyez, j'étais bien partie. Mais Mary Stuart, d'ailleurs, elle a été reine d'Écosse et de France, oui, et son fils, qui a été Jacques VI d'Écosse et Jacques Ier d'Angleterre, a eu le règne le plus long de l'Écosse, 58 ans. 58 ans, voilà. Et bien, écoutez, je n'ai pas fait la même carrière comme actrice, puisque très tôt, alors j'ai enchaîné sur des pièces au théâtre des Ateliers, par exemple, oui, Shakespeare. Voilà. Attendez, avant, il y a eu à l'école, au lycée Saint-Just, il y avait une section théâtre. Oh là là, mais vous savez des choses. Oui, il y a eu une section théâtre, et alors ça, c'est formidable, parce que moi, j'ai rencontré le théâtre vraiment très jeune. J'étais un enfant assez introverti. Et puis, malgré cette introversion dans n'est-ce pas, les prémices de l'adolescence, je tombe très amoureuse, comme ça peut arriver, d'un garçon qui prend des cours de théâtre. Donc, je suis allée m'inscrire derrière lui. J'ai très vite oublié le garçon et j'ai pris la main du théâtre qui a eu en échange la gentillesse de ne pas lâcher la mienne. Et voilà, on se serre toujours la main. Ça a été pour moi la rencontre déterminante. Et donc, voilà, j'ai commencé un peu à jouer et on m'a proposé, donc je ne sais pas si ça existe encore, ces bacs A3 comme ça. Alors, c'était merveilleux parce que moi, j'étais nulle en maths, en tout, et on avait un coef 6 de théâtre. Alors là, j'ai eu mon
en bac haut la main. Non, mais c'était formidable. On apprenait les mises en scène de Brooke. On nous emmenait au théâtre. Pour moi, qui était dans un milieu, c'est-à-dire pas du tout branché sur la musique, le théâtre, le cinéma, c'était une ouverture formidable. Oui, il faut savoir que dans ce lycée Saint-Just de Lyon, il y avait une professeure d'éducation physique qui un jour emmène son fils au théâtre des Célestins à Lyon. Ce fils dit « Oh, c'est ça que je veux faire ». C'est la mère d'Éric Emmanuel Schmitt. Et c'est en voyant une pièce d'Edmond Rostand avec Jean Marais. Alors sa mère a cru qu'il voulait être Jean Marais. Non, il voulait être Edmond Rostand. C'est magnifique, mais écoutez, ce lycée Saint-Just, on devrait retourner, Éric Emmanuel et moi, en pèlerinage. Je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Voilà, sa mère était professeure d'éducation physique. Voilà. Alors, il se trouve que donc cette troupe de théâtre, les ateliers dans lesquels vous êtes rentrés, je crois que les ateliers, c'était une salle des fêtes qui a été aussi une école, une sécurité sociale, des bains-douches, une mairie. Oui. Une mairie, et puis ensuite, c'est devenu un théâtre qui a été vraiment porté à bout de bras par un ancien assistant de Roger Planchon, devenu metteur en scène de textes très contemporains à son tour, qui s'appelle Gilles Chavassieux. Et donc, il nous a permis, en formant une troupe, ce qui est formidable quand on a 20-21 ans, parce que on apprend vraiment tous les métiers quand on fait ça du théâtre. Et donc, on a joué La Mégère apprivoisée, on a joué du Vinavert, on a joué beaucoup de choses avant. Donc, comme on l'a dit au début de notre entretien, je rencontre Claude Lescaut et l'oncle Vania. Voilà. Alors, il se trouve qu'à l'époque, vous ne faites pas de cours de théâtre classique comme d'autres actrices. Non, parce que j'ai travaillé tout de suite, en fait. Donc, j'ai appris sur le tas. Voilà, pas tout faire. Donc, effectivement, il y a les rôles classiques et contemporains. Oui. Déjà, vous êtes dans les deux. Et c'est vrai que cette pièce que vous évoquez, l'émission de télévision de Michel Vinavert, c'est un monsieur assez particulier. En fait, il a écrit des pièces de théâtre, mais il a aussi été PDG de Gillette. De Gillette France, oui, tout à fait. Et il a monté les deux choses et il a vécu des deux. Il a vécu les deux et je me souviens que son théâtre est très juste sur les rapports de pouvoir dans l'entreprise. C'est-à-dire des choses qu'on connaît peu, en fait, quand on est acteur, puisqu'on est, à moins d'être à la Comédie Française, on est amené, n'est-ce pas, soi-même à bâtir sa carrière comme on peut. Et je me souviens de la justesse de la psychologie, des mesquineries qu'il instaurait comme ça. C'est un très beau théâtre, Michel Vinavert. Oui, et effectivement, l'émission de télévision, c'est pas une pièce rasoir, même s'il a travaillé chez Gillette, au contraire. Et c'était un reality show avant la lettre. Complètement. Il a inventé cette possibilité un peu perverse, comme ça, pour deux journalistes arrivant de Paris dans la province qu'elle méprise un peu, pour venir filmer en direct la déchéance d'un homme qui vient d'apprendre qu'il va être licencié. Et je trouvais ça en effet très précurseur. Alors, le théâtre à Lyon, Isabelle Lenouvelle, moi, à chaque fois que je vois des troupes de théâtre qui partent en tournée, Lyon, pour eux, c'est une ville magique. Alors, c'est une ville magique et ça l'était encore plus quand les tournées étaient plus importantes au théâtre des Célestins. Maintenant, il y a d'autres théâtres, évidemment, qui ouvrent grand leur scène, comme le Radiant, notamment, à Caluire. Et c'est toujours, pour moi, une grande émotion, une grande joie, depuis que je suis plus du côté de l'écriture, de pouvoir accompagner en tournée des spectacles, oui, parce qu'on sent la ferveur et l'attente d'un vrai public. Oui, un public attentif. Alors, le Théâtre des Célestins, je crois que Napoléon a été spectateur un jour au Théâtre des Célestins. Voyez, oui, c'est un théâtre très chargé, magnifique. Oui. Et vous l'avez connu grâce à une pièce de Giraudoux qui s'appelle Ondine, Isabelle Ondine, Noël. voilà. Alors, j'ai joué dans cette mise en scène de Jean-Paul Lucet. Jean-Paul Lucet, à l'époque, dirigeait le Théâtre des Célestins. Mais nous, on a eu cette chance de jouer dans un lieu absolument magique, alors que tous les Lyonnais connaissent, qui sont les arènes de Fourvière, comme ça, où alors là, on n'est pas chez Napoléon, mais on est vraiment chez les Romains, dans cette espèce de demi-cercle comme ça, où tout passe, le moindre bruit dans cette ambiance nocturne. On a joué Ondine plusieurs soirs. Et Ondine est une pièce d'ailleurs qui a eu une version américaine avec Audrey Hepburn et Mel Ferrer. Et ça a valu d'ailleurs à Audrey Hepburn un Tony Award en son temps. Bien écoutez, c'est très beau, c'est des histoires d'amour magnifiques. Alors, donc, votre spécialisation à l'époque, c'est effectivement le théâtre classique et contemporain, les grands rôles. Vous avez joué aussi Roméo et Juliette. Oui, alors là, c'était
avec un metteur en scène extraordinaire qui s'appelle Denis Lorca. Et de la même manière, on a eu cette chance de jouer dans des nuits comme ça, estivales. Alors, c'était à Viviers. Vous savez, c'est le théâtre romain d'Alba la Romaine, dans une très, très, très belle mise en scène. Et il a eu vraiment ce geste envers moi de m'offrir d'abord le rôle de Juliette et puis celui de Cosette dans Les Misérables, qu'il a également monté ensuite à Paris aux arènes de Lutèce. Oui, car il y a les arènes de Fourvière et celles de Lutèce, qui sont très, 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 très anciennes. On y joue en général au football ou à la pétanque, mais de temps en temps, il y a des spectacles. De temps en temps, on y joue Shakespeare et c'est tout aussi bien. Et d'ailleurs, il y a 2 comédiens célèbres qui ont monté un jour un cirque dans ces arènes de Lutèce et sans moyens, et ça a triomphé. C'était Shirley et Dino qui ont débuté de cette façon. Ben écoutez, voilà, et on rencontre comme ça toute forme de public. Mais il y a cette magie, oui, c'est drôle. Vous pointez en effet 3 spectacles que j'ai eu la très grande chance de jouer en plein air et c'est un souvenir assez magique. Et donc, vous êtes monté à Paris cette fois-ci? Alors en fait, après mon expérience avec Michel Noir, donc, et cet oncle Vania, j'ai eu envie de pousser un peu les murs de Lyon et je suis donc tombée dans un TGV et je suis arrivée à Paris. Et on va en reparler reparler avec une autre date, le 2 octobre 2001. À tout de suite sur Sud Radio avec Isabelle Lenouvelle. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Isabelle Lenouvelle. Nous parlerons tout à l'heure de La femme qui n'aimait plus les hommes, votre premier roman chez Michel Lafon. Mais là, on revient avec votre carrière de comédienne. Et le 2 octobre 2001, la première d'une pièce qui est une lettre X. C'est une lettre X et c'est ma première collaboration avec Nils Arestrup, en effet, que j'avais rencontré puisque j'ai eu la chance de faire partie des Talents Cannes de l'Adami, qui donnait ensuite lieu à des Talents Avignon. Et cette année-là, donc en 2001, 20 ans. Nils mettait en scène un montage de textes de Tchekhov, toujours lui. Et puis, nous nous sommes très bien entendus et il m'a proposé de devenir son assistante à la mise en scène sur ce spectacle Rive Gauche, qui est l'adaptation d'un film américain. Oui, un film américain qui est en fait l'histoire d'un metteur en scène du muet qui a existé, David Ward Griffiths. Absolument, et qui n'accepte pas le passage au parlant. Et c'était un très beau parcours et voilà, sur la déchéance en fait de ce réalisateur qui ne s'adapte pas et qui périt. Voilà, il se trouve qu'il est fondé avec Mary Pickford et Charlie Chaplin une unité d'artistes qui marche encore aujourd'hui. Et il semble que Griffiths soit le premier à avoir tourné un film dans Hollywood qui était un village bien avant les studios. Ça s'appelait In Hall, California, en mars 1910. Ce film a été perdu. Il a été retrouvé en 2004 et projeté pour la première fois depuis 94 ans à Beverly Hills. Ah, je l'ignorais. L'ignorais. Oui, c'est un très beau souvenir. Et puis Nils a quand même cette faculté de s'emparer des affres des autres artistes et de s'identifier. Donc oui, ça reste un très beau souvenir. Et c'est mon premier pas de l'autre côté du plateau, de celui de la mise en scène en l'occurrence. Voilà, alors, il se trouve que Nils Arestrup est quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais qui n'a pas toujours été facile. Non. Et vous allez changer. Non. Alors, je n'ai pas de baguette magique, mais en effet, de collaboration en collaboration, mais c'est un secret pour personne. Voilà, nous sommes mariés et chacun avec nos défauts. On a tous nos défauts et nos qualités. Je crois que nous nous sommes équilibrés. Voilà. Alors, en plus, vous avez fait de lui un père de famille que personne n'imaginait. Le pauvre homme ne voulait pas vraiment le devenir. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il en est très heureux. Mais c'est une histoire assez courante chez les hommes. C'est souvent quand même les femmes qui sont initiatrices voilà, des enfants. Et puis, donc, il l'a fait vraiment par amour. Et c'est un geste extraordinaire. Et comme je n'aime pas faire les choses à moitié, puisqu'il voulait un enfant, eh bien, moi, j'ai fait des jumeaux. Voilà. Donc, sa surprise a été totale. Double en tout cas, oui. En tout cas, il y a un record qui est quand même plus fort. C'est le plus grand nombre d'enfants officiellement nés d'une même mère, 69. Ah. Et cette maman russe a accouché, tenez-vous bien, 27 fois, dont 16 fois de jumeaux, 7 fois de triplés et 4 fois de quadruplés. Eh bien, Jacques, je ne sais pas si je l'envie, mais je l'admire. Voilà. Mais alors, il a fallu mener votre carrière de comédienne et les enfants, Isabelle Lenouvelle. Alors, à partir du moment, d'ailleurs, mais même avant,
En fait, il y a eu des mutations et c'est très beau de dire les clés d'une vie pour votre émission et pas la clé d'une vie, car nous sommes plusieurs, ça c'est certain. Et très tôt, en fait, j'ai écrit. Et puis, cette écriture, je la gardais vraiment pour moi. Alors, ça pouvait prendre la forme de poèmes, surtout, ou de scénettes. Et je vais revenir à la question sur les enfants. Et en fait, dès 2009, j'ai été beaucoup plus intéressée. Je me sentais, je ne sais pas comment dire, plus à ma place, en fait, dans l'écriture. Et tout a commencé par l'adaptation d'une nouvelle de Jim Harrison qui s'appelle Épouse républicaine. Voilà. Et là, j'ai senti un déclic et je me suis autorisée à écrire une première pièce. Donc, quand j'étais enceinte de mes enfants, j'étais en même temps enceinte d'une autre pièce qui s'appelle Le syndrome de l'Écossais. Donc, j'étais déjà dans l'écriture. Voilà. Alors, justement, Épouse républicaine de Jim Harrison, vous l'avez créé au Ciné 13, oui. qui est un ancien théâtre du théâtre où, au 19e siècle, on arrivait à pied. Oui. Il n'y avait pas de route. Et finalement, c'est dans cette salle que Lelouch a tourné. Édith et Marcel, il l'a acheté pour ça. Absolument. Et puis, il a donné les clés, cette fois, du théâtre à quelqu'un de formidable, qui est Salomé Lelouch, sa fille, oui. Et qui est voilà, une auteure aussi que je salue, et une amie voilà, qui m'a tout de suite ouvert les portes de ce plateau. Oui, il se trouve que Lelouch, pratiquement, le quartier est à lui. Oui. Il habite là, il a le théâtre, enfin, il n'y a pas de souci. Heureuse homme. Et c'est dans cette salle, je ne sais pas si vous le savez, Isabelle Lenouvelle, qu'a eu lieu le record du monde du plus long concert, 27 h 3 minutes 44 secondes, entre le 17 et le 18 mai 2009, par un pianiste canadien, Chili Gonzalez. Écoutez, non, je l'ignorais. J'avais peur que ce soit la femme qui avait 69 enfants qui ait joué aussi 27 ans. On ne peut pas tout faire, évidemment. Alors, j'en reviens à votre carrière, parce qu'il y a quand même eu, avant ces pièces, et on va reparler de ces pièces, il y a eu des lettres à un jeune poète. Oui, deuxième collaboration à la mise en scène, on peut le dire, je crois, puisque cette fois, toujours avec Niels. Très belle aventure. Donc, il a souhaité reprendre les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, qu'il avait déjà joué au Théâtre des Bouffes du Nord. Cette fois au Théâtre La Bruyère. Et c'était une expérience très privilégiée d'assister à l'incarnation profonde de ces lettres par Niels tous les soirs. Je ne dis pas de Rilke, mais je dis de l'esprit de ces lettres qui sont vraiment la quintessence de la parole du poète. À travers cette première phrase, dont évidemment je me souviens, comme tous ceux qui aiment Rilke, demandez-vous si vous mourriez s'il vous était interdit d'écrire. Et évidemment, Nietzsche donnait voilà, toute la puissance de la nécessité pour un acteur de s'exprimer pour un artiste. Et d'ailleurs, les comédiennes considèrent ce livre comme le manuel de la vie créatrice de portée universelle. Certainement. Alors, vous avez joué aussi avec Niels Arestrup. D'abord, il y a eu le théâtre avec Beyrouth Hotel au studio des Champs-Élysées. Oui, c'est une pièce de Rémi DeVos que nous avions créée dans un festival qui s'appelle le Festival Nava, Nouveaux auteurs de la vallée de l'Aude. Et Rémi, donc, DeVos, auteur contemporain, qui pour moi a été aussi vraiment un déclencheur dans cette autorisation que je me suis donnée d'écrire. Voilà, avait écrit cette pièce à la fois drôle et très triste, d'un auteur de théâtre qui se retrouve complètement en errance à Beyrouth. Un soir, il doit rencontrer un directeur de théâtre. On est un peu chez Minetti, quoi. C'est très beau, très poétique. Le directeur du théâtre n'arrive jamais. Il est totalement perdu, apeuré à l'idée de mettre un pied dehors. Et donc, le pauvre homme, il va se retrouver à converser avec l'hôtesse d'accueil de ce théâtre qui, par ailleurs, se prostitue pour arrondir ses fins de nuit. Voilà. Et ça se passe au Liban. Oui. Moi, chaque fois que je suis allé au Liban, j'ai été fasciné par ces gens qui sont heureux de vivre, quoi qu'il arrive, même période de guerre. Ah oui, et ben c'était tout à fait le contraste magnifique dramaturgiquement dans cette pièce, c'est-à-dire que cet homme, évidemment, qui est dans son confort français absolu, arrive, se plaint de tout, mais bon, il est français, voilà, rien ne va. Et cette fille qui n'a rien incarne une soif de vivre et relativise tout, et puis évidemment, au bout d'un moment, elle réussit à lui amener un tout petit peu de sa joie de vivre et de son énergie. Alors, il se trouve aussi qu'il y a eu un film que vous avez tourné avec lui, un film qui va devenir dans quelques semaines d'actualité. Ce qui va se passer la semaine prochaine, ce sera dans l'histoire.
Le candidat de Nils Arestrup, les campagnes électorales, pas Ah oui, comme les oui. autres. Ah oui, alors Nils, c'est pour le moment le seul film qu'il a réalisé. C'était très intéressant parce que le scénario a jailli de lui comme ça. C'est un homme qui s'intéresse beaucoup au discours politique. C'est-à-dire, c'est un acteur. Les hommes politiques sont amenés à être des orateurs plus ou moins bons. Ce sont des acteurs aussi. Ce sont des acteurs aussi. Je n'osais pas employer le terme. Aussi. En tout cas, ils sont forcés d'être orateurs. Et je crois que Nils est assez fasciné par ça. Et il a eu cette espèce d'idée comme ça, première pour le scénario, d'un candidat très bien placé dans les sondages, mais qui tomberait vraiment malade. Et du coup, on sait que c'est le parti adverse qui va emporter cette élection parce qu'il n'y a personne à mettre en face. Donc plutôt que de sacrifier le second, on va sacrifier le dernier. Et il se trouve que le dernier va se rebeller, Yvan Attal, et va faire un parcours exemplaire. Voilà. Ouais. Et finalement, tout ce qu'on voit dans la politique, Nils Arestrup l'a raconté dans ce film. Ah oui, c'est un film d'anticipation, c'est pas de la réelle politique. Oui, il y a quelque chose comme ça qu'il a pressenti, surtout dans les figures psychologiques qu'il a dessinées de cette cour, petit à petit, qui se fait autour du candidat, pleine de haine, puisqu'on... Voilà. Et vous avez joué avec lui dans ce film. Alors, j'ai joué donc justement une des seules accompagnatrices de ce candidat qui est donc normalement là pour travailler sur son image et c'est la seule qui ose lui dire la vérité. Ouais. Ce qui n'est pas si courant en politique. Non. On va revenir sur une autre date importante pour vous avec une autre date, le 28 avril 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Isabelle Lenouvelle. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Isabelle Lenouvelle. Il y a ce premier roman, La femme qui n'aimait plus les hommes, chez Michel Lafon. On en parle dans quelques instants, mais là, on revient au 28 avril 2014. D'après mes archives, c'est votre première interview télé dans Au fil de la nuit, avec Michel Field, et vous évoquez votre première pièce, Big Apple, avec une critique de Salomé Lelouch. Vous en souvenez? Je m'en souviens très bien. Non, j'étais en train de me dire, était-ce vraiment une première interview télé? C'est bien possible. Première longue interview télé. Oui, c'est bien possible. En tout cas, Big Apple, ça a vraiment été, c'est certain, la clé du verrou, en tout cas dans ma vie, puisque c'était la première véritablement porte sur l'écriture qui s'est ouverte et qui a débuté par une pièce que d'aucuns pourraient qualifier de difficile, puisque le thème qui s'était imposé à moi, et ne me demandez pas pourquoi, c'était celui d'un couple confronté en fait à un cancer en rémission, mais qui se réveille. Et celui qui est malade, en l'occurrence l'homme, joué très bien par Christophe Malavoie, ne veut rien en dire à sa femme, qui était jouée par Marianne Bassler. Et de ce déni, en fait, va naître une nouvelle histoire d'amour entre eux, jusqu'à ce qu'elles comprennent et qu'ils choisissent de mourir dans la dignité. Alors, l'amour plus fort que la maladie, c'est le thème de l'histoire. Mais quand on débute pour une première pièce, convaincre Christophe Malavoie et Marianne Bassler, c'est pas évident de jouer dans cette pièce. Non, mais alors il est vrai, j'ai d'autres défauts, mais je crois vraiment que je ne fais rien par calcul. Et je pense que la sincérité qui m'anime quand je défends un projet, quand j'amène un projet, doit toucher en retour les acteurs que j'ose solliciter. Et je crois que le texte, en fait, leur a parlé au cœur. Et Marianne a dit oui tout de suite. Et dans mon souvenir, Christophe Malavoie aussi. Mais écrire, c'était vraiment un rêve secret depuis toujours? Alors, un rêve, non. Une réalité, oui. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit, mais pour moi, des poésies, des poèmes. Ça m'a toujours accompagnée et j'ai toujours vécu avec l'écriture. C'est-à-dire que, vous parliez très gentiment de mes jeunes années lyonnaises. Pour moi, dans mes jeunes années, le plus important, ça a sans doute été la rencontre, mais avec Baudelaire, oui, je crois qu'il m'a accompagnée. Donc voilà, j'ai toujours eu pour moi la langue comme première nécessité. Donc écrire, voilà, c'était une réalité. Je n'ai jamais rêvé, en fait, de le faire. Il se trouve que vous ne savez pas que vous êtes écrivain ou auteur. D'ailleurs, j'aurais encore du mal à le dire aujourd'hui. C'est les autres qui vous le disent. Et tout d'un coup, quand une personne vous lit,
et vous dit c'est très beau, c'est très touchant, il faut le faire, on va se battre pour, et que vous voyez un producteur de théâtre qui vous suit, des acteurs, un metteur en scène, et que tout s'enclenche, en fait, les choses deviennent normales, j'ai envie de dire, et elles suivent leur cours. Alors, le metteur en scène, bien sûr, c'est Nils Arestrup. Écoutez, voilà, nous sommes Il a accepté liés. tout de suite, il vous a fait des critiques au départ? Parce que c'est pas facile. Il est très respectueux. Alors, comme comédienne, j'avoue qu'être dirigée par Nils, ce n'est pas facile, mais il a toujours été extraordinairement respectueux de ce que j'ai écrit. Il le comprend très profondément, très bien. Et voilà, c'est en effet lui qui s'est proposé de le mettre en scène, et ça a sans doute permis aussi au projet de voir le jour plus vite. Alors, il y a eu d'abord le théâtre subventionné, le théâtre de l'Ouest parisien, et vous avez été repris dans un théâtre privé, le théâtre de Paris. C'est pas évident au départ. Non, c'est pour ça que je dis que j'ai eu beaucoup de chance. C'est Guillaume Gallienne, pour tout vous dire, qui est un ami, qui m'a fait la gentillesse de lire cette pièce. Et sachant qu'on avait déjà cette distribution-là, ce metteur en scène-là, l'a donné à Olivier Meyer, qui dirigeait à l'époque le théâtre de l'Ouest parisien. Olivier Meyer n'a pas eu le temps de lire la pièce, mais le pauvre homme a eu 3 fiches de lecture qui étaient tellement positives qu'il n'a pas pu faire autrement que de nous recevoir. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Il a programmé ce spectacle et il a fait venir, je crois, dans une des premières représentations, quelqu'un qui allait devenir important dans ma vie. C'est Richard Caillat, qui donc est producteur de théâtre aujourd'hui, qui dirige le théâtre des Bouffes parisiens, le théâtre de Paris, la Michaudière, et qui nous a fait la gentillesse de venir en moto-taxi comme il est, en coup de vent, mais il a aimé, et il a eu l'audace, parce que c'était pas vraiment une franche comédie quand même, et je crois qu'il a été touché, il a reconnu quelque chose dans l'écriture, puisque nous collaborons encore ensemble, en tout cas pour ma part avec bonheur. Et donc il nous a programmé dans la salle Réjane du Théâtre de Paris. Alors le titre Big Apple, bien sûr, c'est New York. Oui. Vous avez une passion pour New York, Isabelle Nouvelle. Pourquoi ce titre d'abord? Ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde. Alors alors les titres s'imposent à moi, en fait. Je dis ça sans aucune forme de prétention ni rien, mais c'est vrai que je suis sensible, moi, beaucoup à la sonorité des mots. C'est sans doute à la sonorité qui précède même mon intention d'écrire. Alors, Big Apple, parce que le personnage donc sait qu'il va mourir, son cancer est métastasé. Il a encore la force d'entreprendre un voyage, et ça fait 10 ans que ce couple qui végétait se disait « Oh, ça serait quand même bien qu'on aille à New York ». Et bien, voilà, dans un dernier souffle, ils prennent une place dans un avion et ils s'offrent ce qui sera un dernier voyage, avec un retour non pas chez eux, mais à Zurich. Et je trouve, pour moi, c'est un geste d'amour merveilleux dans les deux sens. Ouais, et New York, vous l'aimez aussi? Alors écoutez, New York, j'y suis allée avec beaucoup de joie. Oui, bien sûr. Si vous voulez, le titre, c'est plus sur croquer cette pomme de vie jusqu'au bout. D'amour. La pomme d'amour, merci. Alors, la Big Apple, en fait, ça vient apparemment d'un certain John Fitzgerald, qui a été le premier à utiliser cette expression dans un journal hippique en 1921. Et il a expliqué que elle venait des garçons d'écurie afro-américains qui travaillaient dans les champs de courses de la Nouvelle-Orléans. Et la grosse pomme, c'était leur rêve. Et c'est pour ça que ça s'appelle Big Apple. D'accord, j'ai cru que c'était le cheval, la pomme qu'on mettait devant le cheval D'accord. C'était le rêve. Eh bien, écoutez, voilà. Alors, vous aviez fait vos classes quand même avec un court-métrage avant. Oui. Vous aviez avec Gisèle Calatsu, centenaire. Et Isabelle Sadoyan, alors qui était quand même pas loin de 90 ans non plus. Oui, alors ça, je me suis vraiment régalée. Ça s'appelait La tête de l'emploi. La tête de l'emploi, voilà. Alors c'était rigolo parce que j'avais imaginé donc ces deux dames comme ça, et puis des actrices tellement incroyables, des femmes qui jusqu'au bout gardent leur sens de l'humour, leur coquetterie. Donc je les ai installées, Gisèle Calatsu, centenaire, vous avez raison de le souligner, et Isabelle Sadoyan, qui n'était plus toute jeune non plus, dans une chambre d'hôpital gériatrique. Et j'ai imaginé
que le président de la République, décidément ça nous inspire, venait en visite dans cet hôpital gériatrique pour dire qu'on allait installer, c'était après la canicule en fait, terrible hein, là qu'on avait vécu, alors je sais, il y en avait une en 2003, mais voilà. Alors que voilà, l'État très généreusement allait installer la climatisation partout, et donc on avait choisi ce petit hôpital gériatrique vraiment voilà, qui payait pas de mine pour que le président de la République vienne poser devant les caméras. Et donc s'ensuit une guerre entre ces deux dames pour savoir laquelle aura le droit de répondre aux ordres républicains. Et voilà, ça m'amusait beaucoup. Oui, et puis faire tourner Gisèle Calsu, la faire accepter de tourner à 100 ans, c'est pas évident. Écoutez, elle a été formidable. Bien sûr, maintenant, elle nous a quittés. On était chez le même agent, chez Air Média, Frédéric Moidon. Et donc, je lui ai proposé. Et elle était... Alors, ça a vraiment l'air d'une tarte à la crème, vous pardonnerez, mais elle était enthousiaste, comme une jeune fille qui voilà. Je me souviens d'elle à la Forêt des Livres de Gonzague-Saint-Brie. Elle est venue pour ses 100 ans. Elle devait venir 1 heure. Elle est restée la journée à papoter avec tout le monde. Vous avez tout dit. Voilà. Le plus important, je crois que c'est de rester curieux des autres. Et Gisèle avait cette qualité extraordinaire. Alors, une autre pièce que vous avez évoquée, c'est le syndrome de l'Écossais. Oui. L'Écossais, c'est le whisky écossais, oui. Que vous avez joué, que vous avez écrite avec, et qui a été joué par Thierry Lhermitte et Bernard Campan. Et là aussi, c'est différent. Là, on riait. Alors là, on riait complètement. J'ai eu cette chance folle de passer donc de cette pièce Big Apple. Alors, je me rappelle surtout d'une représentation au Théâtre de l'Ouest parisien où je sentais pour la première fois, c'est très émouvant quand on écrit, 300 personnes autour de moi vraiment remuées à la fin. Et puis, je suis passée au Théâtre des Nouveautés en très bonne compagnie, hein, avec Thierry Lhermitte, Bernard Campan, comme vous venez de le dire, mais aussi Florence Darel et Christiane Millet, dans cette comédie un peu déjantée, je crois, mais sociale, en même temps, qui racontait des choses sur la cage dorée dans laquelle l'épouse de Bernard Campan donc, était contrainte de ne pas s'épanouir, si je puis dire. Et alors là, on entendait des rires quand même nourris, et je me suis dit, c'est merveilleux, c'est merveilleux. En France, on a tendance à vous mettre dans une case. Vous êtes capable d'écrire des drames comme des comédies, Isabelle Lenouvelle. Écoutez, je n'aime pas les étiquettes dans le dos. D'abord, ça gratte. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, on est plusieurs. Donc voilà, je ne suis pas sinistrement enfermée dans mon bureau. Tout me parle, mais je crois par contre, quand je vous disais que c'est sans calcul, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, quand j'écris cette comédie, qui a marché, on peut le dire, qui a un merveilleux souvenir, je parle du drame, en fait, de cette femme qui est qui a envie d'autre chose, qui a envie d'être elle-même. C'est pour ça qu'elle veut partir au Tibet. Et elle en peut plus, quoi, d'être... Ça veut dire que par le rire, tout peut passer. Tout peut passer. Et elle est enfermée par la condition sociale de son mari. Et elle est contrainte de préparer tous les jours les dîners du lendemain. Et elle explose, évidemment. Voilà, on en profite pour dire ses vérités. Voilà. Alors, il se trouve aussi que vous avez fait quelque chose d'étonnant. C'est une pièce qui s'appelle Scorpios au loin, qui a été récompensée par la fondation Lucien Barrière. Oui. Et là, il y a quand même Churchill, Greta Garbo et Onassis et la Calas. Voilà. Alors, la Calas est dans la cale, si je puis dire. Elle ne monte pas sur le pont, mais elle est là avec Onassis, puisqu'on est sur le Christina, donc le bateau yacht, mythique, le yacht mythique d'Onassis. Alors, on part d'un fait réel. On sait qu'Onassis, qui donc entreprenait comme ça ses croisières, évidemment, dans la sublime Méditerranée. Et il invitait beaucoup de gens, dont Winston Churchill, d'une manière assez récurrente. Et puis, une fois, il invite Greta Garbo. Winston Churchill était un homme de goût, et il se trouve qu'il admirait Greta Garbo, qui ne pouvait que lui rendre, évidemment, son admiration. On sait simplement... qu'à un moment donné, ça a salement dérapé dans les vapeurs de l'alcool. Et le seul fait que j'avais pour construire cette pièce, vraiment en élément historique, était que il aurait eu un geste un peu déplacé. Donc, à l'époque, on ne hashtaguait pas MeToo, mais on quittait le bateau d'Onassis en furie. Voilà, donc ça s'est apparemment mal terminé. Je pense que c'était un sujet, alors je ne sais pas, voilà, après, on peut dire des choses sur la construction d'une pièce. Ce qui m'a fascinée, c'est de mettre en contact cet homme qui disait ne renoncer jamais, jamais,
jamais. Et cette femme qui a 37 ans quitte en pleine gloire Hollywood en disant « plus de lumière sur moi ». Voilà. Et d'ailleurs, il existe une seule photo d'elle dans les années 80 par un paparazzi à New York qui l'a vendue dans le monde entier. Elle est en train de faire ses courses. Sinon, on n'a aucune photo de Greta Garbo. On n'a aucune photo. Elle a voulu un peu revenir au cinéma, mais très vite, elle a renoncé. Voilà, donc lui essaye de la convaincre, évidemment, c'est tout l'objet de la pièce, de revenir, parce qu'elle est encore jeune, parce que c'est une immense actrice et qu'elle a inventé, comme Marlon Brando, voilà, après elle. Hein. Mais chez les actrices, elle a inventé l'incarnation, en fait. Elle fabriquait beaucoup moins. Et Churchill, qui était aussi un artiste et un peintre, percevait très bien ça. Et puis, il ne réussira pas du tout à la convaincre de revenir sur les plateaux hollywoodiens. Eh ben, moi, je n'ai pas à vous convaincre de revenir dans quelques instants pour évoquer une date importante, le 2 septembre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Isabelle Lenouvelle. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Isabelle Lenouvelle. Donc, 2 septembre 2021, là, l'auteure de théâtre, la comédienne devient romancière, sortie de La femme qui n'aimait plus les hommes chez Michel Lafon, un roman sur un sujet d'une éternelle actualité et dont personne ne parlait jusqu'à voici quelques années. Alors, personne n'en parlait. Et il y a eu ce phénomène incroyable, je crois, de libération, hein, tout simplement de la parole. Alors, je dois dire que ce livre, je l'ai écrit avant que paraisse La Familia Grande, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un sujet voilà, qui est grave, que je portais en moi depuis très très longtemps. Et à un moment donné, c'est la voie romanesque en fait qui s'est imposée pour le traiter. Je n'ai absolument pas voulu surfer sur ce mouvement. Sur le mouvement MeToo, oui. Alors voilà, c'est-à-dire que bien sûr, je parle malheureusement de ce sujet d'actualité et on n'en parlera jamais assez, qui sont les violences domestiques. À la fois exercée contre les femmes, en l'occurrence, dans ce livre, mais aussi contre les enfants, parce qu'on est en face de deux chiffres glaçants, qui sont évidemment celui des féminicides, que je ne rappellerai pas, et en même temps qu'on se doit de rappeler, c'est une femme sur 3 qui meurt tous les jours, donc ça veut dire qu'on ignore le nombre de femmes qui sont battues ou en instance de disparaître sous les coups de leurs compagnons. Et l'autre chiffre glaçant, et là je trouve qu'il y a quand même une absence, en tout cas un silence assourdissant sur la prévention qui est fait, c'est un enfant sur 10. Ça veut dire que vous prenez, je ne sais pas si vous êtes papa, je vous souhaite, vous prenez une salle de classe, 30 enfants, 3 sont abusés. C'est un chiffre considérable. Et moi, je ne fais pas de politique, si vous voulez. Mais ce que j'ai voulu, sans doute, écrire à travers ce roman, c'est les blessures qui ne peuvent pas guérir et qui sont infligées à ces enfants. Voilà. Alors le thème, cette femme n'aime plus les hommes pour plusieurs raisons, la violence du présent et la violence du passé. Alors, donc en fait, je ne peux pas spoiler le livre, c'est-à-dire que c'est un roman avant tout, la forme est vraiment romanesque. Ce ne sont pas les histoires qui vous sont arrivées. Bon. Forcément, je ne peux pas... en tout cas, ce sont des sujets qui m'ont touchée. D'accord. Voilà. Et cette femme, en fait, n'est pas forcément celle qui n'aime plus les hommes, l'héroïne principale, parce qu'elle est à la fois victime de violences depuis son enfance. Je pense que cela l'a assez abîmée et déstructurée pour qu'elle devienne ensuite, puisqu'elle n'a plus aucun amour-propre, évidemment, puisqu'elle n'a plus de personnalité réelle. On lui a enlevé ça. Donc, elle devient la proie facile de ce qu'on appelle maintenant un manipulateur, un pervers narcissique. Et par-dessus tout ça, en fait, ce qui est fondateur chez elle et qui est commun à beaucoup d'histoires d'enfants abusés, c'est les yeux grands fermés de sa mère, c'est-à-dire un déni absolu. Et donc, il y a aussi cette histoire parallèle que je tisse en même temps et où j'interroge, en fait, le déni maternel. Je l'interroge par la voie romanesque. Il existe. Il est commun. Alors, on va pas parler de pourcentage, les chiffres sont assez effrayants comme ça. Mais en tout cas, pourquoi les mères
si elles ont des signes, et même si elles n'en ont pas, ne réagissent pas. Pour moi, en tant que mère, c'est invraisemblable. Donc j'interroge par la voie romanesque le déni des mères. Alors, cette femme, elle a tout sur le dos. Elle a un mari violent, alcoolique, pervers, la totale, quoi. Oui, elle a un mari, quoi. Non, je plaisante. Non, en effet, oui, voilà. C'est-à-dire qu'elle a un manque de confiance absolue en elle. Alors, il n'est pas seulement ça. Il est socialement très bien placé. Il l'aide, il la structure en même temps qu'il la détruit. C'est sa chose, en fait. Voilà. Mais ça existe, ce genre de choses. Alors, non seulement ça existe, mais ça s'appelle l'emprise. Voilà. Hein? Mais on n'en parlait jamais jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières années, Isabelle Lenouvel. Je pense que la littérature s'en est quand même emparée. Je pense qu'on est quand même... Alors, entendons-nous bien, ce n'est pas un livre du tout, contrairement à ce que son livre pourrait laisser entendre, d'une voix comme ça, contre les hommes. Pas du tout. Pour moi, c'est un roman de réconciliation. D'ailleurs, le livre se termine comme ça, sur un grand espoir, pour dire, nous, êtres humains, réunissons-nous contre ceux qui abusent, voilà, évidemment. C'est l'espoir d'une réconciliation entre les hommes et les femmes, puisque comment dire, ça a l'air de se creuser, voilà, maintenant. Ensuite, il est nécessaire de parler de ce qui nous divise avant de parler de réconciliation. Alors peut-être on n'en parlait pas avant, peut-être que ce mouvement comme ça, qui est tissé à travers différentes romancières ou essayistes, témoigne de la fin, peut-être, d'une société hyper structurée autour du patriarcat, c'est certain. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ce sujet? Est-ce que ce sont justement tous les mouvements qui existent? Pas du tout. Non, pas du tout. Comme je vous le disais au début, ce sujet, je le porte comme une croix. Je parle des violences faites aux enfants. Et j'aurais été incapable d'en parler à la première personne du singulier. Donc, c'est cette voie romanesque qui s'est imposée à moi. Et il se trouve, on ne sait pas ce qu'on écrit quand on commence comme ça, que j'ai eu envie de mettre en parallèle l'enfance et la vie d'adulte de cette petite fille qui a été salement abusée. D'ailleurs, l'histoire, Isabelle Lenouvel, se déroule à Paris et à Lyon, où vous avez grandi. Se déroule à Paris, à Lyon et même à Ville d'Avray, quand elle retrouve son souffle. C'est un livre sur la force de vie, sur le fait que l'être humain puisse se relever, on le voit. On a quand même cette faculté de se relever de beaucoup de choses et cette force de vivre envers et contre tout, c'est certain. Est-ce que pour écrire ce livre, Isabelle Lenouvel, vous avez rencontré des pédiatres ou des pédopsychiatres, des psychiatres? Eh bien, hélas, non, je me suis rencontrée moi-même. D'accord. Voilà. Alors, il se trouve aussi qu'il y a une chose étonnante, c'est-à-dire qu'il y a une plainte qui est déposée à la police et la police ne fait rien. Et ça, aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de gens, Isabelle Lenouvel. Voilà, c'est-à-dire que j'espère que cette forme romanesque, donc avec normalement un suspense qui donne envie de tenir la main de la petite fille jusque dans sa vie d'adulte, fera comprendre, encore une fois, je ne fais pas de politique, mais fera comprendre à quel point la prescription, qui est tout à fait certainement juste, je n'ai pas fait d'études de droit en termes de justice, est irrecevable pour les victimes. Parce que quand vous avez été abîmé, qu'on vous a infligé une blessure si profonde, elle ne peut pas cicatriser. C'est-à-dire que toutes les injonctions très gentilles à la résilience ne marchent pas. Vous pouvez essayer... si on vous coupe une jambe, moi j'aurais beau vous dire faites-la repousser, vous n'y arriverez pas. C'est la même chose, on vous arrache quelque chose profondément de votre personnalité et il se trouve en effet que la parole qui se libère peut mettre 10, 20, 30 ans, 40, 70 ans, j'en sais rien, à s'exprimer. Évidemment, on ne trouvera pas de preuves. Évidemment, rien ne pourra étayer une accusation. Et je comprends bien, c'est même pas l'impuissance de la justice, c'est l'absurdité après tant d'années. Mais en effet, la prescription, à un moment donné, le personnage la prend comme une violence supplémentaire. Et il y a même une chose étonnante, la police est totalement dépassée par les événements. On m'a parlé, voici quelques jours à peine, d'une adolescente qui a subi des attouchements. Elle a déposé plainte. La police l'a classée sans suite et en l'appelant elle et pas sa mère. Bien sûr. Bien sûr, il y a un problème de formation. Moi, voilà, si j'ai écrit ce roman, c'est bien sûr, malheureusement, tous les gens qui ont eu à subir
pourront retrouver, parce que je pense qu'il y a des blessures communes, mais c'est surtout pour donner, non pas à penser, mais à sentir de l'intérieur. Quand vous avez 6 ans et que quelqu'un de 80 kilos vous tombe dessus de cette manière-là, ce qui se passe, et il faudrait former tous les écoutants, tous les interlocuteurs potentiels à recevoir cette parole-là, parce que sinon, il y a une espèce de complicité dans l'abus. Alors, il y a quand même une chose étonnante dans ce livre, c'est une chanson qui est citée. Comme un Lego avec des dents. Gérard Manset, c'est un extrait de Manitoba ne répond plus. D'ailleurs, c'était un titre d'Hergé aussi dans Les aventures de Josette et Joko. Une chanson reprise par Alain Bachung et que vous citez curieusement. Je cite 3 vers, on peut dire, de cette chanson, parce qu'elle est très belle, qui sont le parcours exact du personnage principal, c'est-à-dire comme un insecte sur le dos. Bon, j'ai pas besoin d'illustrer. Ensuite, on a la faiblesse des tout-puissants, puisque les abuseurs eux-mêmes vont se retrouver en position d'impuissance, et la force décuplée des perdants. Peut-être que dans cette adversité terrible, en effet, une force de vie peut advenir et transcender. Alors, votre héroïne, elle est romancière, mais elle écrit des livres pour enfants, oui. Et des livres qui se vendent dans 25 pays, je crois. Et ça, c'est une chose aussi, vous avez voulu, non pas jouer la romancière, mais les livres pour enfants vous intéressent aussi? Les livres pour enfants, non, je trouvais amusant qu'elle console l'enfant en elle, qui est toujours très présent, qu'elle emmène partout, puisque cette petite fille et n'a pas pu faire son chemin et grandir normalement. Et donc, une des parties de son cerveau qui fonctionne très bien, c'est celle qui est reliée à son enfance. Donc, elle écrit, et elle écrit très bien. Et c'est pour ça que je disais qu'on est multiple, c'est-à-dire que, vu de l'extérieur, quand elle va voir un psychanalyste, puisque à l'intérieur, elle est totalement détruite, il lui dit « Mais enfin, vous êtes complètement résiliente ». Et alors là, donc elle prend une colère monstrueuse. Donc dans ce sens-là, oui, bien sûr, les contes pour enfants sont ceux qui recèlent énormément de choses justement sur les abus, en filigrane. Et vous évoquez un personnage mythique pour les enfants qui est Fifi Brin d'Acier, oui. Et qui est une icône féministe libre et indépendante. Bien sûr. C'est pas innocent. Il y a un lien comme ça qui est fait avec la Suède, où ces mouvements-là, je crois, ont émergé bien avant les nôtres. Moi, je suis très amoureuse de la Scandinavie. Et donc, on voit que c'est une société qui est plus égalitaire. Mais si vous voulez, le féminisme, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on ne sait plus, quoi, parce que c'est tellement de voix... qui sont même discordantes. Moi, j'ai envie d'être féministe derrière Simone Veil, derrière Gisèle Halimi. J'ai envie d'être, si elles veulent bien de moi, je veux bien ajouter ma voix. Il y a d'autres voix qui rendent le féminisme même inaudible, on le sait. Donc, quand je dis que c'est un livre sur la réconciliation, c'est cet espoir-là qu'il porte. Oui, et il y a un espoir que ce livre soit lu et redonne un petit peu d'espoir à celles et ceux qui ont subi. Absolument. Je crois que chaque livre, qui tend la main, non seulement, malheureusement, alors pour elle n'est pas victime, elle est survivante. Je trouve que ce terme-là est plus puissant pour s'autodéterminer. Mais je voudrais surtout que ce soit un livre à destination, comme je vous le disais, de ceux qui ont eu la chance d'échapper à tout ça, pour qu'ils comprennent que derrière ces chiffres d'enfants abusés, derrière cette impuissance, comme ça, qu'on a l'air de manifester des pouvoirs publics, il y a une atteinte profonde, je crois, sans exagérer, à l'humanité de chaque enfant. Écoutez, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de lire ce livre « La femme qui n'aimait plus les hommes » chez Michel Lafon. Effectivement, c'est écrit avec tout votre cœur. Merci Jacques. Merci Isabelle Le Nouvel, et puis continuez comme ça. Écoutez, je vais essayer. Merci de cet élan que vous me donnez. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.